Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Ici Hélène. Excusez, j'ai crié. Et Mélanie! J'étais comme... T'es trop excitée? Mais oui, j'étais excitée. On vient d'avoir un meeting vraiment... Oui. Et c'est aussi notre dernier épisode régulier avant les vacances d'été. Avant que t'accouches. Avant que j'accouche. Ouais. Hélène est rendue énorme. Il faut Oui. que le bébé sorte. Ouais, j'étais à 37 semaines. Là. Ouais. Ça a poussé ta bédaine, je trouve, dans les 2 dernières semaines. Ça fait 2 semaines qu'on s'est vu? Ouais. Ça a poussé. On a pris une photo. Oui, Bon. on va la poster de nos bédaines. On va la publier. Oui. Je parle de ta bédaine, mais les gens vont la voir. Oui. Oui, fait que là, on prend un petit break pour l'été parce que Hélène accouche le 3 juillet. Ouais. Puis on va Puis lui c'est donner un l'été. petit break. Puis Ouais. c'est l'été. Des fois, ça nous fait du bien de pas... C'est ce que je réponds à tout le monde quand ils disent... Tu sais, je sais, on sort un épisode 2 semaines, puis il y en a qui en sortent à toutes les semaines, mais tu sais, les gens nous disent « Ah, j'aimerais ça que vous en sortiez plus. » Des fois, ça nous fait du bien de pas penser à des meurtres, Oui. des assassinats, des... Ben, si je viens de dire deux fois la même chose, mais des viols, des... Ouais. Tu sais... Puis c'est de la job aussi, hein, on va se le dire. Mais c'est que c'est lourd, tu sais, c'est ça que j'ai expliqué à Aussi, mon ouais. chum cette semaine, le cas sur lequel j'ai travaillé cette semaine. Tu sais, je me réveille pas le matin en disant « Oh yes, j'ai hâte d'aller lire les sordides détails sur la mort Sur de cette telle personne. » tragédie, Tu sais, c'est ouais. ça. Pas toujours le fun de commencer la journée de même. On le fait parce que c'est quand même une passion qu'on aime ça. Ouais. Je suis en train de... On dirait que je suis en train de dire que j'aime pas ça faire le podcast. Non, pas mais, ça que non, je mais dis c'est ça, du c'est tout. important de prendre des pauses. Oui. Donc, c'est ça, on va prendre une pause cet été, on va revenir en septembre, puis, mais pas pour les Patreons. Les Patreons, on va être là. Fait que si... Hélène, elle vous a préparé un spécial cet été. Oui, j'ai un épisode pour juillet et un épisode pour août, thématique vacances, alors destination maritime. Toujours au Canada. Oui, toujours au Canada. Et donc, c'est ça, si vous vous ennuyez de nous cet été, abonnez-vous à notre Patreon, devenez une bine de luxe et vous aurez accès à, je pense qu'on est rendu à une 20aine d'épisodes bonus que vous pouvez écouter Je pense que oui. quand vous vous abonnez. Là. Fait que, puis sinon, on en sort un nouveau par mois. Oui. Voilà. C'était notre publicité. Et aussi, tu sais, on va continuer à répondre à aux messages qu'on reçoit, comme on fait toujours. Mais ça se peut Peut-être ça qu'on va soit peut-être plus un peu lente. plus long. On va se prendre des vraies pauses, là, parce que c'est Ouais. sûr que répondre aux messages, ça fait partie du travail aussi, tu sais. Mm. Donc, Ben aussi, juillet, je vais être un peu plus hands-on parce que moi, je serai pas là. Hélène Je serai va avoir hands-on, le baby. vagin déchiré. Oh, excusez, j'ai dit ça. Écoute, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je peux-tu dire ce mot-là? On a le droit de dire le mot vagin, oui. Hi, tu l'as dit encore? Ok. Oh mon Dieu, j'ai chaud. Excusez, je suis très honnête aujourd'hui. Bon. On rentre-tu dans l'épisode? Oui, ben Maintenant je pense que je suis mal à t'avais une section explication. La page s'appelle correction. rectification. Rectification. Bon, Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. OK, je t'écoute. D'abord, c'est le dernier épisode, l'infirmière? Non, L'autre d'avant. l'autre d'avant, Ouais. l'infirmière, OK. Il y a Stéphanie qui nous a écrit et je vais vous lire ce qu'elle a écrit parce que je suis 100% d'accord avec ce qu'elle a dit. OK. Alors, voici. Stéphanie, elle dit « Coucou les filles, je voulais juste vous donner 2 informations par rapport à votre épisode sur l'infirmière. D'abord, il est important de distinguer un trouble de bipolarité de quelqu'un qui a 2 personnalités ou 2 facettes de la personnalité qui se confrontent. C'est pas du tout la même chose et ça pourrait stigmatiser les personnes vivant avec un trouble bipolaire. Les gens ont déjà tendance à mélanger bipolarité et trouble de la personnalité limite, ce que moi j'ai fait dans le dernier dans cet épisode-là. Elle dit qu'ils sont 2 choses très distinctes aussi. Un trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur, tandis que le trouble de la personnalité limite, c'est un trouble lié à la personnalité. Les personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité limite, ils n'ont pas 2 personnalités, même si elles peuvent avoir des comportements contradictoires et clivés. Ouais. La tueuse là-dedans, elle était personnalité limite. Exactement. Et bon, là, j'ai googlé le mot clivé parce que je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Toi, tu sais sûrement ce que ça veut dire, Ben, comme un clivage, genre une séparation. Oui, ça veut dire être scindé, divisé en parties distinctes, nettement différenciées et le plus souvent opposées.
Moi, j'étais là, hey, on dirait qu'elle a fait une erreur de frappe. C'est un mot. Écoute, je suis sûre que si, comme je dis toujours, je suis sûre que si moi j'ai dû le googler, Ah oui. il y a sûrement une autre Mais, personne tu sais, que j'ai aidée. Je connaissais clivage, mais j'aurais pas pensé à l'utiliser comme cliver. Ouais. Ben, dans ma tête, cleavage, c'est Ah, le mot décolleté? anglais. Ouais. Non. Ça, c'est un Je vois bon que- faux ami en français. Voilà. Et voilà pour la rectification numéro 1. Stéphanie, merci beaucoup de l'avoir expliqué. Il y a une autre personne qui l'a dit en commentaire aussi sur Ah, le post. ben, il y a eu beaucoup de monde Ouais, je suis 100% qui l'ont d'accord dit. avec vous. Ouais. Et je voulais pas mélanger les deux. Puis je suis vraiment contente de recevoir des messages comme ça parce que maintenant, je sais. Mhm. Voilà. L'épisode du mononcle aussi. Ça, c'est le dernier épisode, je crois. Oui, c'est le dernier. Merci. Les points d'interrogation dans mes yeux. Donc, il y a Liliane qui nous a écrit par rapport à ça. Je vais vous lire. Attention les bines, je viens d'écouter l'épisode sur le mononcle et je pense qu'il est dangereusement faux de parler de relations amoureuses quand une enfant a été groomée par son vieil oncle toute son enfance jusqu'à ce qu'il puisse la convaincre que l'inceste, c'est normal. On ne peut pas donner un consentement éclairé, encore moins à une figure d'autorité quand on est enfant. Cette petite s'est fait violer par cet homme. Parler de relations amoureuses légitimes, le vocabulaire des agresseurs et des possibles victimes actuelles jeunes peuvent se méprendre en vous entendant parler ainsi de cette situation. Bonne journée. C'est vrai que Je suis c'est un 100% viol. d'accord. 100%. Ouais. Je pense que ce que je disais, c'était que c'était une relation amoureuse-ish. Genre. Oui, je comprenais ce que tu voulais dire. Ouais. Là. Ouais, on s'entend Mais que c'est vraiment mieux expliqué comme oui. ça et je suis 100% c'est bien d'accord avec de le toi. clarifier. Et il y a une autre personne anonyme qui nous a écrit. Elle dit « Je viens d'écouter sur votre dernier épisode Le Mononcle et je devais absolument vous écrire parce que je connaissais François Sénécal. Alors oui, la chute, c'est dans la nausée. Bon, ça, Oui, c'est réglé. mais ça, on l'avait clarifié à la fin de Oui, l'épisode. ça, c'est réglé. J'avais oublié. Elle dit Marianne et François n'étaient pas mariés. Moi, dans les articles que j'ai lus, ça disait qu'elle était mariée. Puis ça disait qu'elle était enceinte aussi. Puis elle a dit Marianne n'était pas enceinte. Fait que je sais pas, c'est drôle. Dans tous les articles de journaux, ça disait qu'elle était enceinte. Bon. Donc, c'est cool de clarifier. Et elle dit ils n'ont eu aucun enfant. Ils n'ont eu aucun enfant ensemble. Et François a eu son fils et sa fille avec une autre femme, puis Marianne a eu des enfants avec un autre homme. Elle dit il s'agissait d'une relation de grooming. Et je peux aussi vous dire qu'il y avait déjà eu d'autres accusations portées contre Sénécal quelques années auparavant, accusations qui, selon moi, prennent tout leur sens à la suite du crime qu'il a commis. Malheureusement, j'en dirai pas plus. Donc là, j'ai essayé de faire des recherches sur les autres accusations, puis je lui ai demandé à la personne, est-ce que tu t'en sais plus? Puis elle me dit non. Donc, je sais pas, mais c'est pas surprenant sûrement dans son entourage qui a fait ça. Qu'il y a eu d'autres victimes dans son entourage. Ouais. Exactement. Et là, bon, encore une fois, ma chronique, j'ai googlé. Les deux personnes, les deux derniers commentaires que je viens de lire, ils parlent de grooming. Ouais. En français, ça s'appelle du pédopiédage. Pédopiégeage. Pédopiégeage. C'est difficile à dire. C'est vrai que c'est dur. Pédopiégeage. Je connaissais pas le terme français, je connaissais le terme anglais. Oui, voilà. Alors, je vous donne la définition. C'est la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles. C'est une pratique où un adulte se lie d'amitié avec un enfant dans le but de commettre des abus sexuels à son encontre. L'adulte cherche à se rapprocher d'un enfant et à instaurer avec lui une relation affective, voire parfois aussi avec sa famille, pour lever les inhibitions de la victime dans l'intention de perpétrer des abus sexuels. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. C'est François Sénécal, 2 points. Voilà. Donc, pédopiégeur. Pédopiégeur, voilà. On aurait dû l'appeler même, le pédopiégeur. Le pédopiégeur. Mais écoute, c'est un terme que moi, je connaissais pas. Non. Donc, voilà, j'en ai encore appris. Donc, c'est ça pour la page des rectifications d'aujourd'hui. C'est tout le temps mes épisodes en plus. C'est tout le temps moi qui dis de la merde. Ben, non. Ben, là, pour ça, oui. Mais c'est quand même moi qui ai eu tort sur plein de trucs récemment. Le truc de prison à vie. Puis je pensais que la chute, c'était en Mauricie parce que je pensais que c'était la tuque. Ouais. C'est vrai. Donc, tu vois, on est niaiseuses. On est niaiseuses les deux. Mais on peut toutes mettre ça sur nos pregnant brain. Oui. Ouais. 100%. Ouais, 100%. Oui, c'est parce qu'on est enceinte. Ouais. Sinon, je me serais jamais trompée. Donc,
Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Tristan Boudreau-Boyer, comme j'ai parlé au dernier épisode de Océane. Donc, encore à la chute. Encore à la chute, oui. Donc, la suggestion de Kélan, merci beaucoup. Et c'est ça. Donc là, je suis vraiment essoufflée. Je suis désolée. Ma bédaine est rendue grosse. Puis il fait chaud. Puis t'as des allergies. J'ai des allergies, donc désolée. Puis je compatis avec tous ceux qui font partie de ma gang d'allergies en juin à toutes les années. C'est de la merde. Voilà, j'ai rien à rajouter. Donc, mes sources, le régional, la presse, les nouvelles des Laurentides, le Journal de Montréal, TVA Nouvelles, Radio-Can et l'Argenteuil. Donc, on est le soir du lundi 19 janvier 2020, à La Chute. Il est très tard. Et là, on a quatre amis. Brian Steven Canas Escobar, qui est un délinquant connu dans la région, qui traîne avec sa gang composée de Erlich R. Edmond, de Gerby Osman Junior Jean et d'Anthony Zepeda Mendoza. OK. Ils ont tous des noms assez longs. Oui. Les 4 hommes âgés entre 18 et 20 ans décident de sortir puis d'aller faire ce qu'ils appellent une job. OK. Ils s'arment de 2 fusils de calibre 12, puis ils quittent le logement où ils sont. Il est 3 heures du matin à peu près. Sur leur départ, il y a un autre complice qui les rejoint, Alexandre Roy-Larose. Vers 3h20, toujours le matin, les 5 hommes arrivent sur les lieux de leur cible. Un logement sur la rue Paul-Émile Barbeau à La Chute, dans le quartier Ayers. Voilà. Vous nous direz, Jean de La Chute. C'est là que vit un vendeur de cannabis connu du coin. Les membres de la petite gang sont persuadés que c'est là qu'il lui cache sa drogue puis son argent. Donc, c'est jackpot, c'est ça qu'ils veulent aller chercher. OK. Donc, ils entrent par effraction, j'imagine. Ou que la porte était débarrée, ou whatever. Ils sont rentrés dans la maison. Ils se font passer pour un livreur de pizza. À 3h20. Ils tombent face à face avec un homme fin quarantaine qui habite là. Edmond pointe son fusil sur l'homme figé puis il crie « Bouge pas ou je tire ». L'homme bouge pas. Les complices fouillent la maison, mais ils trouvent rien à voler. Pas de drogue, pas d'argent. Oups. Ils décident de repartir. Se sont-ils trompés? Les mains vides. Je sais pas s'ils se sont trompés ou pas. Mais en tout cas, ils n'ont rien trouvé. Il faut savoir que ce cas-là, les informations dans les médias sont très différentes. OK. J'ai pris et j'ai enlevé ce que j'ai pu. Désolée si je me trompe, mais en gros, l'histoire est là. OK. Le résident, apeuré de ce qui vient de se passer, il appelle immédiatement la police, puis on le transporte alors à l'hôpital, mais il va bien. Il n'y a pas eu de combat, rien. Donc, très déçus de leur job raté, les bandits, je les appelle les bandits. Les bandits. Ils décident de viser une autre résidence à peu près à 3 km de là. Celle d'un petit vendeur de cannabis bien connu dans le secteur, Tristan Boudreau-Boyer, âgé de 20 ans. OK. Les bandits se rendent donc sur la rue Lafleur, au logement de Tristan, situé en face du local de la Légion royale canadienne de La Chute. Rendu là, il est 4 heures du matin. Escobar, Edmond, Jean et Roy-Larose, ils vont cogner à la porte. Mendoza, lui, il reste dans la voiture sur le siège conducteur. C'est le père de Tristan, Donald Boyer, 50 ans, qui ouvre la porte à moitié endormi. Il est 4 heures du matin. Mm-hmm. Ils discutent un peu, probablement de qu'est-ce que vous faites ici. Ouais. 4 heures du Allez-vous-en. matin. Puis, l'échange vire très mal, évidemment. Il y a un des gars qui asperge le père de Tristan dans le visage avec du poivre de Cayenne. Puis, il rentre dans l'appartement. Donc là, les cris de Donald réveillent Tristan, qui dormait. Il sort de sa chambre complètement nu. Il est super confus, puis visiblement sans défense. Oui, comme ça arrive quand tu te réveilles à 4 heures du matin. Voilà. Ouais. Il se rend dans la cuisine, puis Edmond se jette sur lui en lui cassant un bong en vitre qu'il vient de trouver directement sur sa tête. Ah. Donc là, un bong, c'est une pipe à eau artisanale qui sert à fumer du tabac ou du cannabis, pour ceux qui ne savent pas. Donc... Pour ceux qui n'ont pas été ados. Ouais. Ben, je sais pas. C'est pas tout le monde qui... Pas tout le monde qui sait c'est quoi un bong, non? Ouais. J'avoue que mes parents, ils savent peut-être pas c'est quoi. Bon, tu vois. Allô, maman. Elle nous écoute. Allô, Jeanne. Selon une source anonyme qui m'a écrit, les jeunes, ils auraient battu le pauvre Tristan, puis ils l'auraient même frappé avec la porte du réfrigérateur. Ouf.
Je peux pas confirmer ou infirmer ces informations-là parce que c'est pas mentionné nulle part. C'est la personne qui me le dit. OK. Donc, le père de Tristan tente d'aller aider son fils, évidemment, mais Roi Larose asperge le pauvre homme une deuxième fois de poivre de Cayenne. Ça doit faire mal en Vraiment. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison? C'était juste... Juste ces deux-là. OK. Donc, la situation est en train de prendre une tournure à laquelle personne du groupe de bandits s'attendait. Ouais. Alors, tu sais, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Escobar, il décide de sortir un couteau de sa poche, s'approche de Tristan, d'un coup sec, poignarde sauvagement, pas une fois, mais deux. Un coup dans la cuisse, puis un deuxième coup directement dans le cœur. Ouf. Le dernier coup de couteau est fatal pour le pauvre Tristan qui meurt sur le coup. Et Donald, ça me fait capoter, Donald, son père, assiste à la scène. Fait qu'il voit Il voit son fils mourir. mourir. Ben, ce qu'il peut voir, j'imagine qu'il y a encore du poivre. Oui, oui. Mais Il doit avoir bien c'est des quand larmes même, ça doit être horrible. à travers ça. Donc, les bandits décident de s'enfuir. En prenant la fuite, Jean en profite pour voler la console PlayStation 4 de Tristan. Puis, il y a un autre membre de la gang qui prend 30 grammes de pot qui traînait là. Il court vers la voiture où Mendoza attend les 4 complices. La voiture démarre, il quitte la scène de crime. C'est tellement... Les articles de journaux, c'est tout un meurtre pour 30 grammes de pot. Mais c'est ça. Pour 30 grammes... C'est ça. Pour 30 grammes de pot puis une PS4, tu tues un gars de 20 ans. Arc. C'est fou. Arc. Les titres des journaux, c'était tout ça. Donc, là, ça dépend. C'est pas clair, encore une fois, dans les articles des journaux. Il y en a qui disent que c'est le père de Tristan qui a appelé la police, puis il y en a d'autres qui disent que c'est un voisin. Peut-être pas qui ont entendu le bruit. Les articles des journaux, ils disent un voisin a aperçu le corps de Tristan puis a appelé la police. Mais ça veut-tu dire que le père était inconscient? Parce que c'est sûr que s'il était encore conscient, il a appelé la police ou il voyait rien. Ou quelqu'un est rentré, comme il a entendu le bruit, il est allé voir est-ce que ça va, puis il a vu. Peut-être. Ouais. Fait que c'est soit le père de Tristan, soit un voisin. Il y a même un article qui disait que c'est un des amis à Tristan qui l'a trouvé en premier. Donc, c'est très confus. Ouais. C'est très confus, cette partie-là. Je sais pas. Bref. La police arrive. Tristan est transporté à l'hôpital, mais malheureusement, sa blessure au cœur est trop importante. Donc, il succombe à ses blessures. Son décès est constaté à l'hôpital. Tristan, il avait 2 sœurs. Lisa Boudreau-Boyer, 30 ans, puis Mégane Boudreau-Boyer, 18 ans. Il y avait aussi une copine de 17 ans qui aimait vraiment beaucoup. Je vais pas nommer son nom. Son nom est dans les articles de journaux et tout, mais j'ai su entre les branches que elle a su qu'on allait faire un épisode sur Tristan, puis elle a dit qu'elle serait pas capable de l'écouter parce que la blessure est encore trop fraîche pour elle, fait que c'est trop difficile. Donc, par respect, je vais pas mentionner son nom. Tranquille. Je sais pas si tout le monde sait ça aussi. Je sais qu'il y a une personne qui nous a écrit récemment par rapport à ça, mais normalement, quand tu as une scène de crime où il se passe quelque chose chez toi, il y a du sang à nettoyer. Puis c'est le groupe Calinette qui fait ça. Quelqu'un nous a écrit ça. Ben, j'ai vu que toi, tu savais pas. Ouais, je savais pas que c'est Calinette qui venait faire ça. Oui, je savais. Ah ouais? Ben, j'ai déjà eu ça fait vraiment, vraiment longtemps, mais un oncle qui s'est suicidé, puis mes parents avaient utilisé Calinette pour nettoyer, parce que c'était du tapis dans son appartement, puis il y avait une grosse flaque de sang. Fait. Mais oui, c'est Calinette qui s'occupe de ça. Je savais pas que c'était méconnu, mais en tout cas. Gros Calinette pour un travail sans retouche. Donc, c'est ça. Et pour la personne, une chose qui me dit, pour avoir accès à ce service-là, ça prend des assurances. Et apparemment que la famille Boudreau-Boyer n'avait pas d'assurance. Donc, ils n'ont pas pu faire appel au service de Calinette. Genre des assurances de maison? Oui, genre, je sais pas trop. Et donc, c'est le père de Tristan et la mère de la blonde de Tristan qui ont nettoyé le sang dans la cuisine. Selon la source de ce qu'il m'a dit. Ça me fait capoter. Vraiment. Je peux pas croire que ce soit pas payé, tu sais. Ben, c'est la personne qui m'a dit ça, je sais pas, j'ai pas fait de recherche. Ça se peut vraiment, là, que ce soit les assurances, puis... Mais tu sais, ça devrait comme être offert, payé, tu sais. Mais en même temps, Calinette, ils font leur argent comment? Faut qu'ils fassent une business, faut qu'ils fassent leur argent quelque part. Ouais, c'est que ce soit... genre aide aux victimes, whatever, genre des fonds, je sais pas, là. Ah, genre la fondation Calinette pour aide aux victimes. Genre.
Peut-être que ça existe. J'ai pas fait de recherche. Bref, on divague. La belle-mère de Tristan a commenté plus tard, et je cite, « Chaque fois que je repasse devant le poste de police, je vois ma fille qui s'écroule en apprenant que son chum est mort. Comme c'est moi qui ai nettoyé la flaque de sang, j'ai tout le temps ce film-là dans ma tête. Ça me fait capoter. Là, qu'est-ce qu'on veut savoir? Est-ce que les bandits se sont fait attraper? La réponse est oui. Oui, parce qu'on connaît leur nom. Oui, voilà. On sait c'est qui. La manière dont ils se sont fait pincer, c'est quand même assez farfelu. OK. C'est du jamais vu, en tout cas, des 100 quelques cas qu'on a fait. Moi, je trouve ça quand même drôle. J'ai appelé cette session-là « Karma's a bitch ». On se rappelle que quand ils ont pris la fuite, il y a un des membres du groupe qui s'est emparé de 30 grammes de cannabis. Ouais. Puis il y en a un autre qui a pris une PS4. Ouais. C'est Jean qui a pris la PS4. Donc, Jean arrive chez lui ce soir-là, puis ça ne tentait pas d'aller se coucher. Il a branché la PS4. Puis il s'est mis à jouer. Et là, malheureusement pour lui, puis heureusement pour la famille Boudreau-Boyer, Jean il a entré le numéro de carte de crédit de sa mère dans la PS4. Écoute, je connais pas les jeux vidéo, mais je sais que tu peux acheter des trucs tu sais, directement sur la PlayStation. Mais là, il est sûrement sur le compte de Tristan. Puis il rentre la carte de crédit de sa mère. Fait que c'est comme ça qu'il s'est fait pogner. C'est vrai, c'est comme ça qu'il s'est fait pogner. Fait que je trouve ça quand même drôle. Donc, dans les 3 jours qui suivent, les 4 autres complices se sont fait arrêter puis placés en détention préventive en attendant leur procès respectif. C'est pas mentionné dans les médias comment ils ont fait pour attraper les 4 autres, mais d'après moi, il a parlé. Oui, il a parlé, oui. Donc, le procès des complices Erlich R. Edmond, représenté par Maître Martin Latour, puis Gerby Osman Jean, celui qui avait la PS4, représenté par Maître Dominique Côté, il a eu lieu au Palais de justice de Saint-Jérôme en juillet 2020, donc 6 mois à peu près après le meurtre de Tristan. Le procès se passe devant la juge de la Cour supérieure France Charbonneau, qu'on entend vraiment souvent. Oui. Elle est tout le temps oui. là. Commission, celle qui travaille. Commission Charbonneau. Oui, entre autres. Ouais. Il y a beaucoup de cas qu'on a fait que c'était elle. Ouais. Bref. J'ai écrit en parenthèse. On entend souvent son nom, d'ailleurs. Je me trouve quand je me fais des notes à moi-même. C'était toi qui allais lire le texte. Donc, ils font tous deux face à 6 chefs d'accusation, ce qui est quand même beaucoup. Il y a homicide involontaire, vol qualifié avec une arme à feu, vol qualifié et agression armée et 2 introductions par effraction. Et c'est pas infraction. J'avais écrit infraction. Effraction. C'est effraction. Oui. Ils plaident tous les 2 coupables, ils sont condamnés à 5 ans de prison, moins le temps passé en détention préventive, selon une suggestion commune qui a été faite par la défense et la couronne. Devant la cour, Jean il a décidé de prendre la parole pour exprimer son regret. Il a dit « C'est vraiment triste ce qui est arrivé, c'est pas ça qu'on voulait faire. Chaque jour, j'y pense, ça a changé, ça a fait quelque chose en moi. » Il essayait de montrer qu'il était... Ben, dans ce cas, il n'y avait pas de l'air d'avoir prévu ça. Non, ils ont juste vraiment été caves, puis impulsifs, puis ils ont gâché leur vie en même temps de gâcher celle de Tristan. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Je continue. Oh. Le procès d'Alexandre Roy-Larose, il a aussi lieu au Palais de justice de Saint-Jérôme, mais un peu plus d'1 an plus tard, donc le mardi 21 septembre 2021, donc l'année d'après. Il plaide coupable aux mêmes 6 chefs d'accusation que les 2 premiers jeunes hommes. Les avocats de la couronne, maître Steve Baribeau, et de la défense, maître Martin Latour, présentent une suggestion commune de 64,5 mois. Donc environ 5 ans. J'ai écrit environ 5 ans d'emprisonnement et demi. OK, merci parce que 5 ans et demi d'emprisonnement. J'allais même pas essayer de faire le calcul. Ben, j'ai demandé à Siri de faire le calcul, OK. fait que ça devrait être exact. C'est bon. Voilà. La juge France Charbonneau entérine cette décision-là, puis elle ajoute. Vous êtes très, très privilégié de recevoir cette peine-là. Je vous suggère très fortement de continuer votre réflexion, car sinon vous allez finir le reste de vos jours à l'intérieur des murs. Elle le tolérait pas. 5 ans, c'est pas tant. Non, c'est vraiment pas beaucoup pour avoir tué quelqu'un. Là. Voilà. Donc, puisque l'accusé est en détention préventive depuis son arrestation du 23 janvier 2020, il reste 2 ans moins 1 jour à purger au moment de sa condamnation. Donc, aujourd'hui, il est probablement sorti de prison, mais il est tout de même sous probation pendant 3 ans, puis il doit effectuer 240 heures de travaux communautaires. OK. C'est déjà un peu mieux. Le conducteur de la voiture, Anthony Zepeda Mendoza, celui qui n'est pas entré
dans la maison. Et lui a décidé de collaborer avec la police, apparemment. Donc, il reçoit des chefs d'accusation réduits auxquels il plaide coupable. Il reçoit une toute petite peine de 50 jours discontinus en prison. Fait qu'il fait des allers-retours en prison aux gens. Exactement. Et là, vous commencez à me connaître, j'ai googlé. Donc, peine discontinue, je te donne les gros points, okay, les grandes lignes. C'est une peine d'emprisonnement à purger par période. Donc, par exemple, tu peux aller en prison les fins de semaine, genre du vendredi soir au lundi matin, mais sortir la semaine, ou tu peux aller en prison genre du lundi au vendredi pour avoir tes fins de semaine off. Ouais. C'est le juge qui décide. OK. Okay? Ça se poursuit jusqu'à ce que la peine soit entièrement purgée. Ouais. Et les journées que tu n'es pas en prison, tu n'es quand même pas 100% libre. Tu es sous probation, donc selon les conditions émises par le juge, encore une fois. Et une peine discontinue peut être donnée juste dans le cas d'une peine de 90 jours ou moins. Comme dans ce cas-là, Mendoza, il y a eu 50 jours. Ça, je ne savais pas. C'est quand même intéressant. Et pour obtenir une peine discontinue, tu dois montrer au juge que tu as un emploi ou d'autres responsabilités importantes, genre, faut que tu es mère monoparentale, faut que tu t'occupes de ton enfant ou whatever, qui t'empêchent de purger une peine d'emprisonnement normale, donc continue. Et finalement, il y a ceux qui ont des antécédents criminels ou des accusations de violation de probation ou d'omission de se conformer à un engagement. Eux, ils n'ont souvent pas le droit aux peines discontinues. Ouais, OK. Ce qui a quand même du sens. Ouais. Donc voilà. Fin de la parenthèse Google. Finalement, pour ce qui est du vrai meurtrier, Brian Steven Canas Escobar, 20 ans. Son procès a eu lieu séparément, toujours devant la juge France Charbonneau, dans le jus. Escobar est défendu. Il est défendu par maître David Petranik. Pendant le procès, l'avocat de la couronne, maître Steve Barbeau, dit à la juge, je suis fucking d'accord avec lui, il dit « Monsieur Escobar a agi lâchement à l'égard d'une personne sans défense qu'il connaissait et qui ne lui avait rien fait. Pourquoi? 30 grammes de pot. C'est pour ça qu'on est ici. On s'en est pris à quelqu'un qui était couché, qui était chez lui, quelqu'un qui n'était pas capable de se défendre. Et j'ajouterais tout nu. Oui. Donc, même si Escobar avait 18 ans au moment du meurtre, puis il n'y a pas d'antécédents judiciaires, les avocats suggèrent une peine conséquente de 18 ans de prison. La juge Charbonneau entérine cette suggestion-là. Et vu qu'Escobar est en détention préventive depuis l'événement, et il restait 14 ans et demi à purger au moment de sa condamnation. Okay. Aujourd'hui aussi, fun fact, fait divers. Selon une source, le père de Tristan, il est déménagé évidemment de l'appartement où il habitait. Oui, j'espère. Avec son fils. On s'entend. La personne qui est ensuite aménagée dans cet appartement-là, elle ne savait pas qu'il y avait eu un meurtre. Apparemment que le propriétaire du bâtiment, c'est des rumeurs, il a fait des grosses rénovations et il disait au nouveau locataire ou aux gens qui posaient des questions à propos du meurtre, il disait non, c'est pas vrai, c'est pas arrivé là, dans mon building. Ah ouais. Voilà. Fait que quand la femme qui habitait là après le père à Tristan a su cette histoire-là, elle a fait des recherches, elle a déménagé. T'es comme fuck that. Non, bado. Je sais pas si tu peux te détacher d'un bail pour cette raison-là. T'es comme, tu m'avais pas dit qu'il y avait eu un meurtre dans mon logement. Bonne question, parce que pour un achat de maison, oui, c'est obligé de le déclarer. C'est un vice caché. Un appart. Mais un appart. Une location, tu sais. Ouais, je sais pas, ça pourrait. On sait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille au tribunal administratif du logement qui pourrait nous dire? On a besoin d'informations. En tant que propriétaire. Mais moi, il n'y a pas eu de... Moi non plus, il n'y a pas eu de merde dans mon building. Non, non plus. Donc, j'ai pas fini. Non? J'ai pas fini. Donc, le cas de Tristan, il est clos. Les bandits sont derrière les barreaux, mais... Avec tous les meurtres reliés au crime organisé qui arrivent dans la région à ce moment-là, la police elle commence à se demander si le meurtre de Tristan n'était pas, finalement, un règlement de compte. Donc, est-ce que c'était... En fait, est-ce que Tristan il était ciblé par le groupe? Est-ce que le meurtre était prévu? Est-ce qu'il voulait juste voler de la drogue? Est-ce que c'était planifié? C'est toutes ces questions-là qui se posent. Et une raison pour laquelle ces questionnements-là surgissent dans le corps policier, c'est parce qu'à peine 5 mois avant l'assassinat de Tristan,
Il y a un de ses amis proches, Oh. Tristan, qui a aussi été attaqué. Ah. Donc, mini bonus. Je te raconte l'histoire, ben, c'est une histoire courte, là, mais de Victor Godreau-Lavallée. OK. Donc, Victor Godreau-Lavallée, 18 ans, c'est un petit vendeur de cannabis peu connu dans la ville de La Chute. Selon son colocataire Guillaume Mallette, Victor, c'est un petit vendeur de moins gros calibre que Tristan. Il faisait un petit revenu, il essaie juste de survivre dans la rue puis de faire son petit truc, tu sais. Victor grandit dans un foyer d'accueil puis il est connu comme étant un jeune souriant, drôle, charmant, toujours prêt à aider les autres. Le soir du 22 septembre 2019. Et là, il y a beaucoup, comme je t'expliquais tantôt, il y a beaucoup d'articles qui disaient février 2019. Ouais, tu me dis ça tantôt, ouais. Mais je trouve que ça n'a pas de sens dans l'histoire. Puis, en tout cas, j'ai fait des recherches. Je pense que c'était le 22 septembre 2019. Même si plein d'articles disent février. Ouais, mais ça n'a aucun sens que ce soit en février. OK. Donc, en tout cas, si jamais vous le savez. Mais d'après moi, c'est le 22 septembre 2019. Bref, OK. il y a une petite gang d'amis, tous dans la trentaine, qui prennent un verre au bar Laurentien, pour ceux qui connaissent La Chute. Les hommes, ils discutent, puis il y a une rumeur qui vient sur le sujet. Il paraîtrait qu'un petit vendeur de cannabis, du nom de Victor, vendrait de la drogue coupée avec du fentanyl aux filles de la région. Et là, il y a un des membres de ce groupe-là qui discute, qui apprend que sa sœur puis ses filles font partie de ses clientes au gars. Ah. Donc là, papa, Papa il est fâché. Donc là, il demande il y a un de ses amis dans cette gang-là qui dit qu'il connaît un petit peu, Victor. Fait que là, il dit, tu peux-tu le texter puis donner rendez-vous à 11h30 dans le stationnement du Couche-Tard, qui est situé au 419 rue Principale, pour ceux qui connaissent. Donc, il y a 3 hommes qui se rendent au rendez-vous pour discuter avec Victor. Il y a l'homme en colère, le papa en colère. Il y a celui qui connaît un peu Victor, puis un autre monsieur. Donc, Victor se présente seul au rendez-vous, pensant probablement, genre, vendre un peu de pot, faire un peu de sous, tu sais. Les hommes, ils rejoignent Victor, puis ils commencent à lui poser des questions. Rapidement, ça dégénère. Les 4 hommes se mettent à se bousculer, se crient après. Victor tente de se défendre, puis il attrape la chaîne au cou du papa. L'homme se fâche, puis il donne des méchants gros coups de poing au visage à Victor jusqu'à ce qu'il tombe. Donc là, la main couverte de sang, l'homme voit le jeune homme sur le sol, puis il comprend un peu qu'est-ce qui est en train de se passer, puis comme « fuck, qu'est-ce que je fais? » Il court vers la voiture, prend la suite, dompte les 2 autres, là. Il s'en va. OK. Il y a un des messieurs qui était là qui connaît... Ben, des messieurs sont dans la trentaine. Là, c'est genre si on a 30. Je sais pas pourquoi je les appelle les messieurs. Ouais. Parce que les hommes qui sont là... celui qui connaît un peu Victor, il constate de son état qui est quand même assez intense. Il appelle la police. Bon, au moins. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent sur place. Victor, il a beaucoup de difficultés à respirer, mais il est encore en vie. Donc, il est transporté à l'hôpital. Victor restera hospitalisé pendant 5 jours. Le 27 septembre 2019, il fait une hémorragie sous-arachnoïdienne, qui est en gros un segment dans l'espace qui entoure le cerveau. OK. J'ai googlé. Oui, j'imagine. Causé par les nombreux coups violents qu'il a reçus à la tête. Malheureusement, il ne survivra pas à cette hémorragie-là et Victor est décédé à l'hôpital ce jour-là. Les funérailles de Victor ils ont lieu le mercredi 9 octobre 2019 au salon Roland Ménard à La Chute. Ça prendra presque 2 mois avant qu'un suspect soit arrêté. Ah ouais. Le samedi 16 novembre, en pleine nuit, un samedi soir, il y a de nombreux policiers de la Sûreté du Québec qui se rendent à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau de Montréal pour procéder à l'arrestation. Éric Demers, 30 ans, vient tout juste de passer une petite semaine de vacances en République dominicaine. Il descend de l'avion, voit les policiers, fait comme « Oh shit, je suis dans la merde ». Il se fait arrêter direct à sa sortie. J'imagine qu'il passe les douanes, les policiers et les douaniers sont là. L'attendait. Voilà. Selon les rumeurs, Demers aurait une liaison avec les Hells Angels, puis le meurtre de Victor Godreau-Lavallée ferait partie d'un règlement de compte du monde des stupéfiants. Donc, selon TVA Nouvelles, c'est le 17e assassinat relié au crime organisé en 2019. Puis l'année précédente, en 2018, on compte 21 homicides dans la même catégorie, toutes reliés à des règlements de compte dus à la drogue. Quand même. Donc là, est-ce que Tristan en faisait aussi partie en 2020? Est-ce que Victor faisait partie de ça en 2019? Puis c'était pourquoi le règlement de compte?
Je sais pas. Parce qu'ils vendaient du pot puis ils avaient pas le droit? Probablement. Ou- Sûrement qu'il n'y avait pas des bons pushers ou je sais pas. Puis, Je dirais que je connais pas trop ça. on sait-tu si c'est vrai qu'il y avait du fentanyl On sait dans pas. le pot? Non, on saura jamais. Est-ce que c'est ce que Éric Demers a dit à son procès Pour trouver une excuse. pour trouver une ouais. excuse? Tu sais, il y a Ouais. tellement de points d'interrogation dans ces cas-là. Puis il y Ouais. en a d'autres, là. C'est pas... Là, je te parle de Victor puis Tristan, mais il y en a d'autres, là. Puis ils sont jeunes, là. Ils ont Ouais, 20 oui. ans. Il y avait la vie devant eux. 18 puis devant 20 eux, ans, là. tu sais, ils veulent juste Des vendre un petits peu de pot. vendeurs, là. Tu sais, Éric Demers, il a 30 ans, là. C'est sûr que... Mm. Parce que ça fait quand? Ça met un peu en... Ouais, c'est vraiment en fâchant. maudit. Oui. C'est vraiment comme des morts vraiment inutiles. Oui. Genre vraiment... Ben, c'est tout le temps inutile, une mort, là, mais... Mais tu sais, faisant partie de l'organisation des Hells Angels, à quel point ce petit gars-là de 18 ans qui vend un peu de pot sur le coin de la rue, il te fait chier. Laisse-le, là. Tu sais? Fais-y peur, là, à la limite, là. Mais comme... Ouais, genre. Le tuer, là. Fait que c'est ça. Il y a tellement de points d'interrogation. Ou est-ce que c'est pas ça, puis c'était vraiment juste le fentanyl, puis il était fâché, puis Éric Demers, il a un peu trop bu ce soir-là. Ou... Il y a Ouais. tellement de choses. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il voulait peut-être pas nécessairement le tuer, là, comme il s'est battu avec... Non, dans son procès, il dit souvent. Il dit c'était pas ça qui était prévu, c'était pas ça qui était prévu, Ouais. j'avais pas l'intention de le Ah, tuer. ça, c'est... Mais en même temps, c'est peut-être juste pour pas avoir meurtre prémédité aussi. Mais en même temps, tu sais, si tu penses tuer quelqu'un, tu le fais pas à coup de poing, tu sais. Il a pas sorti de couteau, il a pas sorti d'arme, dans le fond. Tu sais, c'est vraiment... Bon, en même temps, il a 18 ans, il est facile. 20 ans? Il doit pas être si puissant que ça, le petit pet, là. Le petit pet. Bon, on sait pas à quoi il avait de l'air. Il a 18 ans. Tu sais, Éric Demers, peut-être qu'il mesure 5 pieds 1, on sait pas. Non, j'ai vu une photo. Ah Il ouais, mesure non? pas 5 pieds 1. Il y a une photo... on devrait mettre celle-là, d'ailleurs. Il y a une photo une selfie avec genre une coconut en République Oh dominicaine boy. qui boit, là, genre chest. Sa dernière avant Sa une dernière, petite bout. ouais, c'est ça. Donc, le procès d'Éric Demers, il a lieu le 2 décembre 2021 au palais de justice de La chute. Saint-Jérôme. Ah non, c'est vrai, il y en a de pas palais de à la justice, chute. c'est pas Il est initialement accusé de meurtre non prémédité, mais maintenant âgé de 32 ans, Demers, il plaide finalement coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. Selon ses dires, il dit souvent, comme je l'ai mentionné, il n'avait pas l'intention de tuer la victime. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. La couronne était représentée par maître Caroline Brist et la défense était représentée par maître Martin Latour, encore une fois. Et ils ont fait une suggestion commune de 44 mois de prison, donc un peu moins de 4 ans. OK. Le juge Bellumeur entérine la suggestion, moins la période de détention préventive de l'accusé. Il est donc encore aujourd'hui en prison, mais il va sortir l'année prochaine, Pas long. selon mes calculs. Donc voilà. C'est les deux cas d'aujourd'hui. Ah, c'est comme... Mais il y en a d'autres, là. J'ai plein de stats. J'ai trouvé le rapport annuel d'activité de la MRC d'Argenteuil, de la Sûreté du Québec, de 2022, puis il y en a, là. Il y en a, là. Tout dans le même coin, là? Ouais, c'est à la chute. Ah, ouais. Il y en a. Mais voyons, ça brasse donc bien, la Ça chute. brasse à la chute. Qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai trouvé, il y a un article, faudrait que je retrouve l'article. C'était les 16 pires municipalités criminelles au Québec. Top 1, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, on s'entend. Mais la chute, elle en faisait pas partie. OK. Il y avait Québec, Shawinigan, Montréal. Montréal numéro 2. Ben, Après Saint-Jérôme. Je tiens à dire. ça confirme tout ce que... C'est l'enfer, Saint-Jérôme. Ça me fait tellement rire. Donc, voilà. C'est ça. Mais la chute, je ne savais pas que ça brassait à ce point-là. Non, moi non plus. Il y a peut-être une organisation des Hells basée là-bas. Ouais, peut-être. Je veux pas en dire trop, hein, je veux pas mettre en danger ma famille. Mais bon. Voilà. OK, c'est ça, je l'ai parlé de ces cas-là. Mais, tu sais, le cas d'Océane que j'ai parlé, ça n'a aucun rapport avec ça. Ça a un rapport avec le grooming. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste qu'il y avait le même nom de famille. C'était Tristan Boyer. Boyer puis Océane Boyer. Ouais. Ouais. Mais ils sont pas reliés. Non, Hmm. non, 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 c'est non, ça. non, non. OK. Ben, merci. Ben, ça fait pour, plaisir, Hélène. ces histoires déprimantes. Voilà. Tu peux aller accoucher maintenant. OK. OK, bye. OK, bye. Je perds mes os, T'as des live. contractions live. Bon, sur ce, on vous souhaite un bel été. Oui.
On revient en septembre. On revient en force, guys. On va être là. Ouais, on va être là avec des gazouillis. Oui, Ouais. de bébé. Ouais. Il ou elle, on sait pas. Ouais. Elle a ma gosse de même. Et oui, mais on va quand même répondre aux messages cet été. Juillet, soyez indulgents avec moi. Hélène va être à l'hôpital. Je vais essayer de gérer. Je vais être là, mais quand même. Sur tous les courriels, ça prend vraiment du temps que je réponde. Je m'excuse. Mais on répond vraiment à tout le monde. Oui. C'est ça. Puis si vous vous ennuyez trop, ben n'oubliez pas notre Patreon. On est là. On est là. On est là. Donc, passez un bel été. On vous adore. Merci encore de nous suivre. Puis merci vraiment pour tous les beaux messages qu'on reçoit, les mots d'encouragement. Ça n'a pas de sens. Merci. Tu sais, quand j'écris, tu sais, quand on répond, j'écris genre « T'as fait ma journée ». J'écris pas ça juste pour l'écrire. C'est vraiment vrai. Ça fait ma journée. C'est vraiment. Puis des commentaires négatifs, crème, on n'en a pas. Non, on n'en a pas, pour vrai. On a des petits commentaires sur Apple, mais j'ai arrêté d'y lire. Oui, allez nous mettre des bons reviews sur Apple. Continuez à faire ça. Ouais. Donc, encore une fois, on vous aime. Passez un bel été. Oui. Bye. À la semaine prochaine. Bye!